Monsieur le ministre, la société créole se distingue par un tempérament frondeur, la générosité de son cœur et l'hospitalité de son caractère. L'âme martiniquaise ne s'ouvre qu'à la douceur et à la sympathie. C'est comme cueillir une rose. Si vous y prenez mal, vous vous piquez avec ses épines. En revanche, si vous savez y faire avec respect, elle vous offre tous ses enivrants parfums. Sur cette île aux esclaves, il se passe la même chose que dans l'Hexagone, mais en concentré sur un territoire minuscule. Toute question sociale est ici une question raciale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que vous connaissez bien, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Il est très engagé dans ses fonctions, il se caractérise par sa qualité d'écoute, son sens du dialogue, sa proximité avec les Martiniquais, son grand goût pour la communication et surtout son aisance relationnelle. La Martinique est unique, aime-t-il dire. Il a en effet démontré son intérêt pour l'histoire de notre île, sa curiosité à apprendre et à comprendre nos traditions et la complexité du tissu sociétal. Il a su les traduire dans 2 de ses ouvrages, Yali, Quand les dieux amérindiens régnaient sur la Martinique, publié en 2024, et le tout dernier ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, Les mystères de Fort-Royal, publié le 22 mai 2025, chez Caraïbes Éditions. Vous l'avez reconnu, nous recevons aujourd'hui William Vaquette, qui était général de gendarmerie en Martinique jusqu'en 2024. William, bonjour. Bonjour Claire, bonjour à tous les Itata. Bienvenue en Martinique, je suis ravie de vous retrouver ici, sur ce plateau. C'est moi qui suis ravi et surtout très flatté de cette introduction merveilleuse pour moi. Je vous en prie. Alors, vous nous présentez votre 2e roman, Oui. Mais en fait, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, Oui. Dont l'histoire de la compagnie de la gendarmerie de Thann, en 2000, publié en 2000, l'histoire de la gendarmerie au Maroc, publié en 2013, Joyeux désordre, en 2021, et les deux romans que j'ai cités tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à chacune de vos affectations, vous écrivez une histoire relative au pays ? Seulement quand le territoire prend mon cœur. Voilà. C'est le cas de l'Alsace en 2000, c'est le cas du Maroc à 2 reprises, et puis la Martinique plus récemment avec Yali, et puis les mystères de Fort-Royal. Alors, on connaît vos fonctions, mais d'où vous vient ce goût pour l'écriture ? Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Certainement, écrire, c'est aussi partager. Et puis, je dis souvent, là, je fais des dédicaces, celui qui ne lit pas est condamné à croire les autres. Donc, moi, je dis, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Et pour que les gens puissent lire, il faut aussi que des gens écrivent. Alors, je ne suis pas un grand écrivain, je ne suis pas Raphaël Confiant, je ne suis pas Patrick Chamoiseau. J'essaie modestement de rendre par ces livres ce que j'ai appris, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais bon sang, il faut le partager. La Martinique, c'est une terre de passion, c'est une terre où il y a des milliers d'histoires. Et l'histoire de Joseph Franck en est une. Alors justement, si on revient à votre livre, c'est l'histoire de Joseph Franck, ce militaire originaire de la Lorraine. Après une brillante carrière militaire, il est nommé chef d'escadron en 1843 et prend le commandement de la gendarmerie en Martinique. Alors, comment vous avez découvert cette histoire incroyable et ce personnage ? C'est le hasard, mais dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc j'avais rendez-vous avec Joseph Franck. Avant de prendre un commandement sur un territoire, il faut s'intéresser au territoire, il faut le sentir, il faut le comprendre. Et je dis souvent, comprendre, ça évite de juger, parce que juger, c'est facile, mais c'est inutile. Ouais. Et quand on arrive sur un territoire, il faut respecter son histoire. Donc avant d'arriver en Martinique, j'ai essayé de me renseigner sur l'île, son histoire, et je suis tombé par hasard sur un très vieil article
des années 1930, qui a été repris dans une revue en l'an 2000, qui parlait de ce chef d'escadron, Joseph France, banni de la Martinique pour ses positions abolitionnistes et élu député suppléant de Victor Schœlcher en 1848. Une histoire inédite qu'on n'attendait pas, puisque le commandant de la gendarmerie coloniale, c'était le bras armé de la répression. Absolument. Et comme de grands militaires dans l'histoire de France ont su dire non, parce qu'ils placent l'humanité au-dessus des lois et des règlements, et ce militaire s'est transformé, ce gendarme, il est passé du soldat de la loi au combattant de l'humanité. C'est ça. Alors, vous le décrivez très bien, mais effectivement, quand il arrive en Martinique, il est bouleversé, heurté par les conditions de traitement qui est fait aux esclaves, et donc il décide de dénoncer cette situation. Mais c'est à la fois une histoire vraie et en même temps un roman. Quelle est la part de fiction et de réalité dans ce roman ? Alors, quasiment tout est vrai. Donc, je l'ai présenté de manière romancée pour rendre plus accessible son histoire. Mais Joseph France, quand il arrive en Martinique, enfin j'allais dire, je suis un peu comme lui, je ne connais rien à la Martinique. En arrivant, il ne connaît pas la Martinique, c'est un soldat de la loi, il est mosellan, il a une réputation d'application très zélée des règlements militaires, il a fait les campagnes de Napoléon, il a été blessé à la victoire de Montreux, il claudique parce que sa jambe a été grièvement blessée, et il n'arrive pas en abolitionniste. Mais il s'aperçoit que le code noir qui a évolué n'est pas appliqué. Par exemple, au-delà de 15 jours de salle de police, ou salle de discipline pudiquement, on ne peut pas laisser un esclave sans le contrôle d'un juge. Voilà. Et il s'aperçoit que ce n'est pas appliqué. Donc il essaie d'abord de convaincre les autorités coloniales qu'il faudrait appliquer la règle, ça ne passe pas. Donc il rentre très vite en conflit et il amasse des preuves pendant ces 2 ans de séjour. Et il est banni. Mais ce n'est pas le seul dans l'histoire de la Martinique qui s'est élevé contre l'esclavagisme. 10 ans avant, c'est l'affaire de Spoutourne sur la presqu'île sur Trinité, sur Tartane, Trinité, voilà. Et vous aviez en 1833 le juge Belletête, qui était le juge du canton de Trinité, où des esclaves de l'habitation Spoutourne étaient venus se plaindre du géreur Vermeil qui les torturait. Donc le juge avait osé enregistrer les plaintes des esclaves. Il avait été diabolisé, envoyé en Guadeloupe, mais il n'avait pas persévéré. Le cas de Joseph France, c'est que il a persévéré, il a tout fait pour pas partir. Il a accumulé des preuves, des procès-verbaux, et quand il est rentré à Paris, il a milité pour l'abolition de l'esclavage. Il a publié, il a rencontré Victor Schœlcher. Il a milité avec lui pour l'abolition de l'esclavage. Il lui a fourni des preuves. Donc, il a également participé de l'abolition de l'esclavage, qui est arrivée très vite parce qu'il y a eu la révolution de février. Tout s'est précipité. Sinon, l'abolition, elle était depuis 15 ans, on en parlait. Les Anglais avaient aboli progressivement sur 7 ans, 1830 à 1837. Et sur la Martinique, on en parlait, mais on ne le faisait jamais. Parce que c'était avant tout une logique économique. C'était la perte de la force motrice de l'économie sucrière. Bien sûr. Il est vraiment mu par sa volonté d'humaniste, en fait. Et je vous cite, vous dites « Quand le silence complice de l'administration coloniale menace l'humanité, il porte la voix des sans-voix, celle des esclaves. » Et il en fait vraiment son combat sur place. Alors, c'est vrai que vous parlez de Victor Schœlcher. Est-ce que ce que vous décrivez dans le roman, sa rencontre, est réel et ce voyage qu'ils font tous les deux sur ce bateau qui va au Sénégal, est-ce que c'est de la fiction ou de la réalité ? Ce voyage au Sénégal, ensemble, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Donc, Victor Schœlcher a bien fait ce voyage entre Le Havre et l'île de Gorée, puisqu'un premier séjour en Martinique en 1840, il avait étudié l'esclavage sur une terre chrétienne. Donc il s'est beaucoup intéressé au rôle de la religion par rapport à l'esclavage. Et il a souhaité après comparer avec l'esclavage sur une terre musulmane. Donc c'est une idée de mon éditeur, Florent Charbonnier, que je remercie, de Caribe Édition, de créer ce huis clos entre Schœlcher et France, qui me permet sur un voyage de 3 semaines, tous les jours, d'évoquer leurs souvenirs de la Martinique. Chaque chapitre commence par Alors, la particularité, et c'est encore une idée de Florent Charbonnier, la particularité, c'est que Victor Schœlcher faisait partie des opposants politiques au futur Louis-Napoléon III. Donc avec Hugo, avec d'autres grandes figures françaises, ils ont été exilés pendant une vingtaine d'années à Londres. Victor Schœlcher, après avoir milité pour l'abolition pendant 20 ans, c'était Aden.
il s'est occupé que du compositeur Haydn. Et donc, je commence le roman par les obsèques de Joseph France, ce qui me permet tout de suite de dérouler sa carrière. C'est une fiction, ce premier chapitre. Non, c'est véritablement sa carrière. C'est-à-dire... Sa carrière, mais en fait, le fait que vous introduisiez le livre avec ce passage. Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que l'homélie du prêtre, le jour de ses obsèques, on fait l'homélie, on raconte un peu quelle était sa vie, sa famille. C'est véritablement une fiction basée sur des documents de sa carrière, puisque j'ai eu accès à son dossier militaire avec les archives de Vincennes. Donc toute son histoire est vraie. Je fais beaucoup de recherches généalogiques. Malheureusement, les descendants, il n'y en a plus directs. Il y avait des indirects par remariage, mais on a perdu d'ailleurs le portrait de Joseph France. C'est ma grande déception de ne pas avoir pu mettre le portrait de Joseph France. Il a été perdu dans les successions. Et donc, en présentant ses obsèques, ça permet de présenter sa vie, sa carrière, sa famille. Ça introduit. Et la particularité, c'est que le jour de ses obsèques, Victor Schœlcher ne peut pas venir parce qu'il est proscrit à Londres. Donc, c'est là également une invention, toujours sur les conseils de mon éditeur. Il faut toujours écouter son éditeur quand on écrit. Victor Schœlcher ne peut pas assister aux obsèques. Il adresse une lettre aux enfants qui est lue, qui est remis par le maire le jour des obsèques aux enfants. Et donc cette lettre que j'ai écrite dans un style très 19e siècle, j'ai fait tous les bouquinistes à Paris pour essayer de m'inspirer du style romanesque, symboliste. Je trouve qu'au 19e siècle, les gens écrivaient très 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 bien. J'aime beaucoup ce style, donc j'ai essayé d'écrire une lettre qui fait 7-8 pages, et je l'ai coupée en 20 chapitres. Et donc chaque chapitre commence par un morceau de la lettre, et après on a un narratif. Voilà. C'est ça, exactement. C'est une construction oui, assez originale. Hein. Absolument. Assez originale, oui. Alors votre roman retrace très, très précisément de nombreux aspects de la vie en Martinique, de la société martiniquaise, de la faune, de la flore. On sent votre amour réel pour la Martinique. Hein. Vous décrivez, par exemple, vous avez toujours des phrases incroyables. Il devait savoir faire vivre la règle tout en étant souple et manœuvrier. Vous décrivez les lieux comme la savane des Quatre Noirs ou la ville de Saint-Pierre de façon très, très précise. Vous nous faites partager les goûts des douceurs. Vous parlez de Zacharie, de Mancelinier, des crabes, c'est ma faute, l'oiseau siffleur des montagnes, le zamana, et j'en passe. On sent vraiment votre amour pour l'île. Comment avez-vous fait pour récolter autant de détails sur l'île? Alors, durant ces 3 années, j'ai rencontré énormément de monde, j'ai beaucoup lu. Alors, encore une fois, je ne suis pas un grand écrivain, je ne suis pas un historien. La seule chose, c'est que je me suis intéressé, tout est là, mais les gens ne regardent plus vraiment les choses qu'on a sous les yeux. Donc, et puis, l'amour ne se commande pas, il survient. Donc l'amour de la Martinique est arrivé. Donc j'ai profité de mes 3 ans pour poursuivre mes recherches. Donc ça a mis la réalité sur ce que je lisais. Il y a quand même beaucoup de sources assez disponibles. Et puis j'ai eu une chance incroyable. J'ai fait la rencontre de Philippe Dubois, qui, comme moi, est un hexagonal, comme on dirait ici en Martinique, amoureux de la Martinique. Et j'avais le personnage, grâce à son dossier militaire, Joseph France. Je connaissais ce personnage oublié de tous, mais je ne connaissais pas la Martinique en 1843. Et donc, en faisant les recherches, je suis par hasard tombé sur les mémoires de Pierre de Sales, le journal d'un colon de 1808 à 1858. L'habitation L'Union, qui a été détruite il y a peu de temps pour y construire d'autres bâtiments à Sainte-Marie, était la plus grande habitation du nord de la Martinique, et le propriétaire, l'habitant, parce que l'économie était contrôlée par les négociants depuis l'Hexagone. En réalité, les habitants, ça je dis, et ça c'est très important, l'économie était sous contrôle par l'Hexagone. Des grands ports négriers, ceux qui se sont beaucoup enrichis. Et les habitants, notamment Pierre de Sales, pendant 50 ans, tous les jours, il écrivait son journal. Donc ses descendants, la famille Fromond, dans les années 70, a édité les mémoires de leur arrière-arrière-grand-père. Et je n'arrivais pas à trouver ces mémoires. J'ai pu les trouver grâce à Philippe Dubois. Et donc j'ai pu lire, alors 50 ans de la vie d'un colon, c'est quand même long à lire, mais ça m'a permis de découvrir la Martinique en 1843, et c'est pour ça que j'ai souhaité le partager et vraiment décrire. Je me dis, mais est-ce que les gens savent comment était la Martinique en 1843? Et j'ai retrouvé plein de choses que moi j'adore marcher, j'adore la communion avec la nature. J'aime beaucoup le nord de la Martinique. À tout moment, j'ai l'impression qu'il y a un raptosaure qui va sortir de la forêt tropicale. C'est magnifique. La Martinique, c'est le paradis.
Ouais. C'est la Martinique de 1843, mais aussi on retrouve beaucoup de choses actuelles. Hein. Ah oui, on retrouve beaucoup de choses actuelles. Oui. Et vous Ouais. faites aussi beaucoup de références au créole. On retrouve du Oui, créole à oui, oui. quasiment toutes les pages. Dès que je peux, alors je remercie Joachim Bullet, hein, qui m'a fait les traductions en langue des îles. Ouais. Son oncle était un camarade de promotion. Ah bon? Il y a 38 ans, nous étions élèves gendarmes ensemble à Châtellerault. Il D'accord. s'appelle Dominique Bullet, voilà. Et c'est lui qui a été c'est votre... l'oncle, voilà. Et c'est son neveu, hein, qui m'a aidé à traduire certaines phrases en créole. D'accord, certaines phrases, enfin certains mots, il y en a beaucoup dans le livre. Alors, on a parlé de Joseph France, mais il est entouré de deux femmes. Ah oui. En tout cas, il y a deux femmes dans ce roman. Cette partie-là est imaginaire. Il y a Coralie, donc cette ancienne esclave conquois décédée, qui est enterrée, mais qui en fait se réveille et disparaît. C'est une zombie. Voilà. Et donc Milabel. Ah. Et là aussi, il faut souligner le choix des noms des personnages. Oui. Milabel en créole, puisque Voici vous dites la belle. Voici la belle. Donc anime ce roman et Joseph France. Et donc, vous décrivez à travers elle toutes les croyances, les traditions, les esprits, le quimbois, les dorlis. Vous donnez beaucoup de détails sur ces croyances-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué quand vous êtes en Martinique? Ça m'a marqué, c'est omniprésent. J'ai rencontré une quimboiseuse. Oui, j'ai poussé vraiment les choses jusqu'au bout, à essayer de comprendre. Le quimbois était omniprésent à l'époque, donc c'est omniprésent dans le roman. Le personnage de Milabel, il est central, il est inventé. Mais des Milabel, les deux personnages sont inventés. Mais des Milabel, il y en a des milliers, c'est la potomitan. Encore une fois, quand Joseph France arrive, il n'est pas abolitionniste, quelqu'un va lui ouvrir les yeux, mais également le cœur. Forcément, il y a une histoire d'amour. Et ce qui est intéressant avec le personnage de Milabel, c'est dès sa vie en Afrique, dans le golfe du Bénin, comment elle vit, expliquer l'esclavage africain. Justement, vous expliquez l'histoire de la traite négrière. C'est exactement ça, le système du lignage des ancêtres. En déportant les populations, on a coupé les lignages. Donc les gens ont mélangé le fétichisme avec tous les dieux. Donc on connaît très bien, en Haïti, c'est très très présent avec le vaudou. En Martinique, c'est le quimbois. Il y a vraiment eu un syncrétisme religieux complet, avec un rôle important avec le fromager, qui est l'arbre qui permet de passer du monde irréel au monde réel, où des mentos, donc des esprits, sont enfermés, sont prisonniers dans les fromagers. Donc j'ai appris énormément de choses sur les pratiques du quimbois, et j'ai voulu le restituer et partager avec le lecteur qui devrait faire un beau voyage en Martinique, qui devrait découvrir des personnages qui pour la plupart ont existé, et puis surtout découvrir tout ce quimbois qui se promène sur les fils de la superstition comme une araignée. Absolument. Et alors justement sur l'histoire de Milabel, vous faites revivre l'histoire de ce bateau négrier qui s'est échoué à l'Anse-Cafard, puisque vous la faites voyager à travers c'est un épisode très important, l'Anse-Cafard, donc le géreur d'Isaac, et puis l'habitation de la Tournelle. Donc tous les hommes ont péri parce qu'ils étaient... Alors ça, c'est un épisode vrai. Aujourd'hui, il y a un mémorial avec Laurent Valère qui a fait un magnifique mémorial Cap 110. Le bateau était déjà il y a énormément de noyades dans cette baie du Diamant. Les courants sont très dangereux. Et le lendemain matin, il y a quasiment que les femmes qui ont survécu parce que les hommes étaient ferrés. Et donc, le gouverneur à l'époque, tout ça est vrai, était bien embêté parce que soit on était libre, soit on était esclave. Alors, je rappelle quand même que depuis 1815, la traite était interdite, mais pas l'esclavage. Mais les Anglais, les Français avaient du mal à faire respecter l'interdiction de la traite en Atlantique sur le golfe de Guinée. Et quand ce bateau s'échoue, donc on n'a pas le nom, on ne connaît rien du tout, le gouverneur est embêté, donc il envoie tout le monde à Cayenne. Il se débarrasse un peu de cette catégorie de citoyens qu'il ne connaît pas. Et donc c'est là où j'invente ce personnage de Milabel qui reste. On pense qu'elle va mourir, le capitaine ne veut pas l'embarquer. Et là, elle va rester, elle va être affranchie, elle va rentrer au service de la gendarmerie et devenir la secrétaire de Joseph France. Et l'accompagner partout, notamment sur une enquête qui sera le fil rouge. Le fil rouge du livre. Et là aussi, qui est une histoire inventée.
Alors oui, l'histoire est inventée, mais elle est tirée que de faits réels. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un trésor qui Oui, avait alors disparu. ça c'est vrai, ça j'ai documenté dans mes recherches. Des documents du début du 19e siècle, ça avait appelé mon attention. À la Révolution, les Capucins avaient caché le trésor de l'Église, qui était constitué à la fois d'étoffes, de ciboires, mais des pierres, de l'or ou des pierres précieuses. Et après la Révolution, les ciboires sont apparus, mais pas les pierres. Et donc la légende, la rumeur disait, ça c'est documenté dans l'article de presse de l'époque, je me suis vraiment régalé avec ça, que les Capucins l'avaient enterré dans leur jardin. Il se trouve qu'en 1802, on a construit la caserne de gendarmerie sur le terrain des Capucins. Et il y avait une rumeur, à l'époque, au début du 19e siècle, qui disait « Le trésor perdu de l'église de Martinique est sous la gendarmerie de Fort-de-France ». Donc les gendarmes ont fait des fouilles, des recherches, ils n'ont jamais trouvé. Donc ça avait appelé mon attention, donc j'ai introduit cette histoire du mystère du trésor de la Martinique. Et le dernier prêtre qui connaissait le lieu où était caché a été assassiné dans le port du Havre alors qu'il partait pour venir révéler. Et ça, on le retrouve dans le livre. Et ça, on le retrouve dans le livre. Donc je pars de cette histoire. Je parle beaucoup du zombie, parce que la seule façon d'échapper à sa condition d'esclave, c'était la mort. Et donc, je ne peux pas non plus trop spoiler ou divulgacher, comme disait Québécois, mais le zombie, le rôle de l'Église, le rôle des femmes. Il y a aussi des Amérindiens. Parce que les Amérindiens ont sauvé beaucoup de nègres marrons, comme on disait. Les gens se sont mélangés. Il y a même eu sur l'île de Saint-Vincent, les peuples Garifuna. Donc il y a vraiment une histoire très connue. Votre connaissance sur les Amérindiens, certainement, avec alors c'est votre premier ouvrage sur... C'est le lien. Donc j'ai mis, alors certainement un excès de générosité, mais j'ai voulu partager. On fait un voyage historique, on retrouve les racines amérindiennes, on retrouve d'autres racines, on retrouve beaucoup de choses. Alors ça nuit certainement à l'intrigue, parce que je ne suis pas un grand spécialiste du polar, je ne le revendique surtout pas. Non, mais c'est une histoire très intrigante. Mais c'est un peu Tintin, il y a une histoire un peu d'Hergé. J'espère que le lecteur passera un bon moment. Alors si on revient à Joseph France, est-ce que dans ce système, il était vraiment une exception ? Comment était la gendarmerie à cette époque ? Alors, c'était véritablement une exception. Donc, à cette époque, la gendarmerie, tout ça est documenté. Dans les recherches historiques, c'est environ 150 militaires. Parce que c'était le bras armé du système colonial. Donc, on ne s'attend absolument pas à ce que le commandant de la gendarmerie coloniale désobéisse aux ordres du conseil colonial et du gouverneur. On s'attend à ce qu'il applique strictement... Le gouverneur avait un directeur de l'intérieur qui était plus particulièrement chargé de la répression des esclaves. Donc on ne s'attend pas du tout à ce que le commandant de la gendarmerie intervienne et fasse exactement le contraire, qui place l'humanité au-dessus des règlements. Et comment vous expliquez ce symbole de désobéissance ? Alors la question de la désobéissance, elle est centrale dans ce roman. C'est dans l'histoire de France, les grandes désobéissances sont toujours le fait de militaires. Je vais prendre 3 exemples. Le général de Gaulle en 1940, il est même condamné à mort, c'est une grande désobéissance, parce qu'il place la République, il passe la France au-dessus de l'État français, donc il continue le combat, donc il le paye très cher. Ensuite, vous avez une grande désobéissance en 1944, le 23 août, où le général von Choltitz, qui commande la place de Paris, qui est un fidèle d'Adolf Hitler, Adolf Hitler lui demande de détruire Paris et il place l'histoire, l'art, la culture, les monuments parisiens au-dessus d'une folie destructrice de la guerre, donc il refuse d'exécuter les ordres d'Hitler. Et puis la dernière contemporaine qu'on connaît, c'est le lieutenant-colonel Petrov en 1983. Vous avez une fausse attaque nucléaire sur la Russie et donc il doit déclencher le feu nucléaire de contre-attaque et il ne le fait pas parce que s'il appuie sur le bouton, il va détruire la planète. Donc vous voyez, les grandes désobéissances sont toujours le fait de militaires parce que le militaire, dans sa formation, il se place toujours par rapport à ce qui est plus grand. Donc l'humanité est au-dessus de tout. Pour eux, en tout cas, ces 3 personnages. Mais c'est quand même des choses très isolées. Très isolées. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas rentré dans l'histoire de France et de la Martinique, parce qu'à l'époque, c'est une grande désobéissance, c'est une forme de traîtrise, de trahison. Il trahit, et puis il emmène... alors on l'accuse de créer le désordre. Donc il y a des scènes où il a des altercations dans le roman. C'est tiré d'une vraie altercation qu'il a eue avec un pharmacien à propos d'un esclave. Donc
tout ce qu'il y a dans le roman, ce sont des choses que je suis allé chercher, parce que n'oublions pas qu'en rentrant en 1845, en étant banni, il a publié un pamphlet qui s'appelle « La vérité ou les faits mis à nu » sur les relations avec les maîtres et les autorités coloniales. Donc il est revenu avec des preuves. Et Schœlcher, alors je ne dis pas que ça fait basculer l'abolition, je n'irai pas jusque-là, mais ces éléments de preuve ont aidé Victor Schœlcher dans la commission qu'il a présidée pour abolir l'esclavage, de dire, regardez, même le commandant de la gendarmerie, il vous le dit, voilà ce qui se passe, ça ne peut plus durer. Il faut immédiatement arrêter ce système. Alors vous lui faites dire un rapport d'étonnement assez incroyable que j'invite étonnant tous les spectateurs à lire. J'en ai lu un extrait tout à l'heure. Mais est-ce que je peux dire que vous auriez pu écrire certains passages vous-même dans votre rapport d'étonnement? Et est-ce qu'aujourd'hui on fait toujours des rapports d'étonnement d'ailleurs? Alors oui, on fait toujours des rapports d'étonnement. Quand on arrive quelque part, très rapidement, il faut s'étonner. Il faut arriver et rendre compte, faire un rapport, ici donc à Paris, pour dire voilà, je suis arrivé, tiens, je suis étonné, il se passe ça, 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 ça. Donc c'est assez intéressant le rapport d'étonnement. On fait deux choses, on fait toujours un rapport d'étonnement en arrivant, puis on fait un rapport de fin de mission en partant. Moment de votre départ? Voilà, au moment du départ, en disant voici le bilan, voici ce que j'ai fait, ce qui reste à faire. Donc ça fait partie des traditions militaires, mais effectivement, ce rapport d'étonnement en 1843, il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a des choses qui n'ont pas changé certainement dans les souffrances. Pour certains, le passé ne passe toujours pas. Et ça, il faut le comprendre, il faut le respecter. C'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, vous avez des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés, qui vont s'en emparer, qui vont couper dans les virages de l'histoire, ils vont mettre bout à bout des choses qui ne s'emboîtent pas, et ils vont vous raconter une nouvelle histoire. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc il faut évoquer tout ça sans excès, de manière mesurée. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers ce roman ou cet ouvrage, vous avez souhaité laisser une trace, en tout cas votre trace, de la Martinique? Alors, ça serait prétentieux de vouloir laisser une trace. Moi, je dirais que c'est plutôt la Martinique qui a laissé une trace profonde en moi. Je le dis souvent. Mon képi... un moyen pour vous de témoigner? Oui, je témoigne. Un peu comme Joseph Rance, quand il est rentré à Paris, il a eu besoin de témoigner de ce qu'il a vu. Ben, moi, je suis rentré et j'ai vu beaucoup de choses. Et je l'écris. Enfin, l'esprit est frondeur, mais il y a l'hospitalité du caractère et du cœur, et on voit aujourd'hui des violences, mais la Martinique, c'est pas toute cette violence. Donc je souhaite, à travers ce témoignage, donc sortir de l'oubli Joseph Rance, mais parler de la Martinique. Les Martiniquais ont besoin de notre aide. Voilà, donc il faut en parler, il faut expliquer. Et je conclus toujours de cette manière. Mon képi est à Paris, mais mon cœur est à Fort-de-France, est en Martinique. Très bien, écoutez, cette émission s'achève. Quel message souhaitez-vous laisser aux Martiniquais? Alors moi, je dirais aux Martiniquais, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les tensions, le dénominateur commun des Martiniquais, c'est l'amour inconditionnel de leur île. Alors, mobilisons-nous sur les choses qui nous rassemblent pour cette île. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Très bien. Merci beaucoup, William Vaquette. Merci de ce témoignage, de cette belle histoire. Merci. Chers téléspectateurs, cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.